Alors, on a maintenant du temps pour la question à nos trois panélistes. Donc, la période est ouverte. Qui va oser casser la glace? Benoît, si tu veux. Donnez le bon exemple. Oui. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci de cette belle séance qui a fait bien plus que casser la glace, je pense. Elle a bien mis la table. Bravo à vous trois. J'aurais peut-être des questions. J'en aurais pour les trois, mais je vais me limiter à Bernard et à Amy. Bernard, d'abord, on a eu une belle réflexion historiographique très riche, effectivement. Moi, j'aimerais peut-être vous donner l'occasion de nous dire en réponse comment votre travail de doctorat qui est en cours va contribuer ou à renouveler ou à cette historiographie, à ces historiographies que vous avez évoquées. Et puis, Amy, j'ai trouvé ça, c'est la première fois que je vous entendais, c'est un sujet magnifique. Et je pense que c'est la première fois que j'entends de manière aussi limpide et synthétique la présentation du début de l'intégration de l'Inde dans l'Empire britannique. J'ai toujours trouvé moi-même que c'est extrêmement compliqué, puis je trouve, en tout cas, bravo. Si on donne un cours sur l'Inde, on va vous faire signe, c'est sûr. Blague à part, c'est une question fascinante, hein, que cette intégration de l'idée de comparer ces deux nouveaux territoires au contexte et aux identités très, très distinctes. Je me questionnais sur l'enjeu linguistique. Bon, évidemment, on est à Londres. Les parlementaires siègent, bien entendu, en anglais. Peut-être que c'est un peu galvaudé, mais on a tendance à mettre beaucoup de l'avant dans la manière, si je parle d'un point de vue local, au Canada, l'enjeu de la compréhension du français ou même de l'aisance des premiers gouverneurs avec la langue française, même on parle parfois de francophilie là, chez Murray puis Carleton, on a beaucoup écrit ça comme élément explicatif de leur compréhension et du fait qu'eux-mêmes ne sont pas anglais, mais qu'ils sont écossais, irlandais, que ça joue dans leur sensibilité envers les Canadiens. Bon, je le dis moi-même dans mes cours, en me demandant est-ce que vraiment on colporte là des clichés ou non. Mais j'aimerais vous entendre sur cet enjeu-là linguistique. Est-ce que, évidemment, le Canada est une colonie, malgré tout, vous l'avez dit, européenne, une altérité parce que française et catholique, à une époque que la France et l'Angleterre sortent de nombreux conflits, mais malgré tout une sensibilité culturelle plus proche que l'Inde, de toute évidence. Comment ça joue, ces enjeux linguistiques? Est-ce que la capacité plus proche de comprendre et même de s'exprimer en français avec les élites coloniales, notamment, altère la compréhension de ce qui se passe en matière de communication? Je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est vraiment l'enjeu linguistique qui me préoccupe. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Puis j'ai une sous-question qui est plus intéressée, c'est là, est-ce qu'on parle du régime seigneurial, si j'imagine bien que oui, et des enjeux de propriété foncière plus largement dans ces débats où vous avez évoqué les questions du droit civil, mais souvent, parce que ce n'est pas si clair dans l'Acte de Québec, la question de la propriété foncière, donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Et merci. Donc d'abord, Bernard, pour une réponse. OK. Bien, merci beaucoup pour la question, M. Grenier. C'est tout à fait pertinent, en fait. Pourquoi tout ça? Hein? Pourquoi on se donne la peine de parler de ça? Fait que moi, ce qui m'intéresse, en fait, je vais vous avouer, pour ma thèse, je ne suis pas encore rendu à la rédaction. Hein? Je vais terminer bientôt, on se croise les doigts. Mais, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la communauté sino-montréalaise, en fait. C'est de voir qu'est-ce qui se passe là. Tantôt, je vous ai parlé d'un travail important, celui de Denise Ely. Ça a été fait en 1987. Là. Ça date un peu. Mais c'est quand même un travail majeur. Là. Ça a été subventionné à fond. Puis, faut donner le mérite à cet ouvrage-là. Ça couvre l'histoire, puis ça gratte ce qui se passe dans les communautés. Par contre, comme je dis, ça fait longtemps. Puis, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de recherches qui se sont faites. Puis, la vision, je pense, de la communauté chinoise, pas juste montréalaise, mais je dirais, en fait, que la recherche s'est appropriée, a changé. Et c'est complexifié. Puis, je pense même, puis pour être honnête, je pense que si Denise Ely faisait le même travail aujourd'hui, elle le ferait différemment. Parce qu'à l'époque, elle n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Fait que moi, c'est pas de continuer son travail nécessairement, mais c'est de peut-être m'inspirer un peu de ce qui s'est fait dans les recherches les plus récentes sur l'historiographie nord-américaine. Parce que ça, c'est un point aussi. Ce qu'on remarque, c'est qu'on ne peut pas étudier, savoir ce qui se passe à Montréal sans connaître, sans avoir une idée, pas juste du Canada, mais même des États-Unis. Parce que, en fait, il faut comprendre que pour les migrants chinois, quand ils arrivaient ici,
ils ne visaient pas nécessairement Vancouver ou la Californie ou le Mexique. Ils venaient parce qu'il y avait des intérêts ici. Bon, puis je dirais peut-être encore, il y avait peut-être les États-Unis en tête parce que c'était le pays de l'immigration, mais si c'était le Canada, c'est correct. Si c'était le Mexique, il y avait même les Antilles, Cuba, les communautés, même ça a été jusqu'en Amérique du Sud, la communauté chinoise s'est répartie. Donc, puis ils se sont promenés aussi. C'est pas vrai qu'ils sont arrivés au Canada, ils sont restés au Canada. Ils sont arrivés aux États-Unis, ils sont venus au Canada. Il y a eu un déplacement important. Donc, tout ça, c'est de comprendre la réalité sino-nord-américaine, appelons-la comme ça, puis pour éventuellement de savoir, dire, bon, à Montréal, comment ça se situe tout ça? Puis je ne vous cacherai pas que l'influence des recherches là, ce qui s'est fait à Vancouver, c'est pas tout à fait différent de ce qui s'est passé à Montréal. Donc, avec ça, je vais essayer de voir un peu, avec toute l'information que j'ai pu recueillir, de voir comment à Montréal, aujourd'hui, on peut mettre à jour un peu la vision de la communauté chinoise dans un contexte, d'essayer de mieux la connaître. En fait, puis ce qu'on remarque aussi dans les recherches, je parlais de Denise Elie, mais il y en a eu d'autres, dont Kwok Bi-chan, là, en fait, on en parle, mais d'une façon plus sentimentale. Moi, j'aimerais ça aller de façon plus concrète, de gratter un peu. Il va y avoir tout le problème aussi de trouver les sources. Hein? Je parle pas chinois, puis bon, comment qu'on va se débrouiller là-dedans? C'est un travail qui s'en vient, mais c'est un but que je me fixe, puis on verra comment que ça va aller. Mais comme je dis, adapter les recherches contemporaines, nord-américaines, à la réalité montréalaise. Puis j'ai parlé aussi on sait, Jonathan Chasse, lui, il s'intéresse beaucoup à la symbolique du quartier chinois et tout ça. Moi, j'aimerais aller plus loin que plus loin, c'est pas vrai, c'est prétentieux, mais j'aimerais voir différemment, aller plus auprès des communautés, de la communauté sino-montréalaise, en fait, en détail. Ça répond? Merci. Amy, oui, vous pouvez applaudir. Amy, un élément de réponse pour Benoît? Oui, donc une réponse en deux temps. Tout d'abord, par rapport aux enjeux linguistiques, bien que les Britanniques soient quand même plus proches culturellement de la population majoritairement d'origine européenne dans la vallée laurentienne, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, quand même, ils vont rentrer en communication avec cette population-là. Et on a... notamment, malgré que la langue, la plupart parlent français aussi à cette époque-là. Par exemple, la coutume de Paris va être traduite en anglais et ils vont faire affaire avec des intermédiaires comme François-Joseph Cugnet, qui est un notaire connu, là. Mais évidemment, les différences culturelles sont vraiment plus minimes, bien qu'ils font traduire quand même la coutume de Paris en anglais et tout ça. Mais au niveau linguistique, en Inde, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Là, comme je l'ai mentionné, l'Empire moghol. Donc, le Nawab, qui est gouverneur au Bengale, parle le perse, donc c'est pas une langue que tous les Britanniques comprennent. Et dès le début de la présence britannique en Inde, il va commencer à avoir des dictionnaires perse, anglais. Il va commencer à avoir des écoles dans la correspondance que j'ai lue entre les directeurs de la compagnie et leurs agents à Fort Williams. On va encourager les jeunes hommes anglais qui veulent travailler pour la compagnie à commencer à apprendre des langues asiatiques. Mais aussi, dans ma correspondance, sur les façons de correspondre, il y a beaucoup la problématique, on doit engager des traducteurs pour traduire notre correspondance avec, on les appelle les gens du pays, le country government. Donc, il y a bien évidemment cette problématique-là, qui est tout d'abord concrète, justement, parce qu'on doit engager des traducteurs, mais aussi pour la compréhension et la connaissance. J'ai pas de réponse encore pour ça, mais bien évidemment, on ne saisit pas tout de suite la culture et la façon de faire, culture qui passe aussi par la langue, et aussi, on ne saisit pas tout d'abord toutes les particularités, les différences, en fait, linguistiques, parce que la East India Company est surtout en contact avec le Nawab, qui, oui, la langue administrative est le perse, mais la population en tant que telle ne parle pas nécessairement le perse. J'ai parlé que c'était une grande population d'hindous, par exemple. Donc, ça, selon ma théorie, ça va venir plus tard, lorsqu'on va plus avoir les relations avec la population. Moi, c'est surtout à l'époque où, vraiment, la compagnie est en relation avec les dirigeants locaux qui, eux, parlent le perse. Mais il y a cette sensibilité-là dès le début de commencer à apprendre la langue.
Et ensuite, par rapport à la question du régime seigneurial, les années que j'étudie, donc, on est dans une période vraiment où les Britanniques s'intéressent à en savoir un peu plus sur comment les choses fonctionnent. Par exemple, dans un texte qu'on appelle le Journal de Murray, un vieux manuscrit qui date, qui répertorie tous les actes que Murray met en place pendant le régime militaire. On va notamment demander aux capitaines de milice de faire des recensements de la population, mais aussi qui possède quoi comme lot, qui est établi où. Donc, on est dans une époque où là, on compile des données. Puis ensuite, après 1763, avant l'Acte de Québec, il y a certaines sources aussi de Canadiens qui vont faire des pétitions. Et dans ces pétitions-là, c'est une des sources d'information que je considère aussi parce qu'on dit, par exemple, il y a tel lot, on décrit qui a quoi, puis après ça, on signe la pétition en disant on veut que ça soit protégé. Donc, en tout cas, pour l'instant, comment ma recherche s'enligne, les Britanniques ne savent pas encore tout à fait quoi faire avec le régime seigneurial, là, vraiment dans les années que j'étudie, comme je m'arrête à l'Acte de Québec. Mais on est dans une période de compilation de données par rapport à ça. Ça répond? Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je suis désolé, je ne me rappelle pas ton nom, mais la présentation Yannick. par rapport à Yannick. Par rapport à la présentation, justement, de la communauté italienne. Donc, oui, ils s'établissent physiquement dans un quartier, mais comment ils s'y prennent aussi pour rendre leur culture culinaire plus populaire, finalement? Comment que ça devient à devenir quelque chose de vraiment frappant dans la culture culinaire québécoise si on mange du spaghetti tous les jours, on utilise des mots italiens souvent dans notre nourriture? Est-ce que ça aurait lien aussi avec, comme tu disais, une oppression moins forte à Montréal que, par exemple, dans les villes américaines? Je pense que ça ne peut pas nuire. En fait, ils sont vraiment mieux perçus ici. Puis en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va remarquer que beaucoup plus de commerces vont être vandalisés, par exemple, à New York, à Chicago qu'à Montréal. Les arrestations arbitraires vont être pires, probablement, aux États-Unis qu'au Canada, même si au Canada, on a quand même emprisonné des Italiens, des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la façon qu'on s'y est pris, je crois que c'est vraiment avec la restauration. Ça n'a pas été facile les premières années. Puis la crise des années 30 n'a pas aidé vraiment à prendre leur envol direct, mais ça s'est inscrit vraiment dans les mémoires, dans l'imaginaire, puis surtout dans le physique, concrètement par les restaurants. Puis je crois que le marché Jean Talon a vraiment aidé à la diffusion, à la transmission, la connaissance de la nourriture italienne, finalement à l'échange direct entre la nourriture de partout. Puis en fait, le fait de cultiver eux-mêmes, ça leur permettait de réduire les coûts. Donc, ça leur permettait justement de gagner plus facilement leur vie, peut-être en tant que maraîcher, que cultivateur, que restaurateur. Parce que c'est une distinction que je n'ai peut-être pas notée tantôt dans ma présentation, mais il y a des restaurateurs, les trois que j'ai nommés, donc la fruiterie Milano, Pizzeria Napolitana et Elio, c'est trois endroits qui ont toujours fait eux-mêmes leur nourriture dans la plus grande portion possible. Donc, pour eux, non seulement ça réduisait les coûts d'import-export, mais pour eux, c'était une question de fidélité de la nourriture. Donc, pour répondre à ta question plus concrètement, je crois que c'est par la fidélité des restaurants qu'on a vraiment transmis la nourriture italienne, puis que à partir des années 60, des restaurants comme Mike's, Pacini ont pointé la culture différemment italienne dans l'alimentation, mais je crois que c'était rendu banal de manger italien dans les années 60 déjà, comme j'ai constaté dans les pages du Devoir, de la presse ou ailleurs. Merci. D'autres questions? Peut-être pour poursuivre un peu sur ce sujet-là, en fait, partout où on va dans le monde, il y a un restaurant italien. Hein? C'est une cuisine, une culture alimentaire qui a su peut-être mieux que toutes les autres se diffuser internationalement. Donc, jusqu'à quel point il y a évidemment l'action de la diaspora locale, mais il n'y a pas quelque chose de supérieur à ça, à un niveau international qui joue aussi? On ne peut pas la nommer, la mafia. Non, c'est pas vrai. Je crois que tout dépend vraiment du contexte socio-économique, peut-être de l'endroit, puis vraiment de l'abondance de la nourriture. Parce qu'à Montréal, ce qui a été gagnant pour les Italiens,
c'était justement l'abondance du fait que les gens avaient cultivé leur propre jardin. Donc, c'était plus facile de mettre ça dans les sauces, parce qu'au départ, la sauce à spaghetti, comme on la connaît aujourd'hui, ben, en fait, c'est une bolognaise ou une napolitaine, alors qu'on mixait les trucs dans le jardin. On y allait selon, l'arrivage, mais selon la récolte. Donc, je crois que c'est vraiment une question d'endroit. Mais effectivement, chaque diaspora italienne, peut-être, a su contribuer à sa façon, bien à elle, à l'établissement de restaurants, d'épiceries italiennes, de cafés de réseaux italiens. aussi, hein? Oui, des réseaux. Ils sont forts, les Italiens, aussi, sur les réseaux. Mais, oui, donc, puis c'est ce qui, je crois, a su contribuer au fait qu'aujourd'hui, encore, on peut dire que la Petite Italie existe encore, même si les Italiens n'habitent plus la Petite Italie. Donc, la tradition a su être préservée. Merci. D'autres questions? Oui, oui. Oui. Je ne suis pas spécialiste sur l'alimentation, mais j'ai étudié des périodes d'histoire rurale plus lointaine, évidemment la tomate. Quand est-ce qu'elle apparaît? Est-ce que là, c'est peut-être des choses très, très, très banales qu'on tout le monde sait? Je ne sais pas, est-ce que les Italiens sont directement liés à l'intégration de la tomate? Quand M. Catelli ouvre son usine de sauce, ça s'en prend des agriculteurs qui vont cultiver de la tomate pour le fournir, sûrement pas juste dans leur carré, dans leur jardin de la Petite Italie. Est-ce que dans la plaine montréalaise, on se met à la tomate? Et la tomate, c'est pas si facile que ça à cultiver. Non, exactement. Donc, la tomate, on essaie de la cultiver, puis on la fait venir. C'est ça qu'on fait venir justement en importation d'ailleurs, mais on est capable de la cultiver quand même, puis surtout le marché Jean Talon aide à la diffuser. Mais la tomate arrivée, en fait, on pense que les tomates sont italiennes, vraiment, parce que souvent on dit sauce italienne, mais pour vrai, les tomates sont rapportées par Hernán Cortés dans son retour en Espagne en 1521. Mais ça a pris des années avant qu'on puisse atteindre la taille d'une grosse tomate, parce qu'avant c'était des petites tomates cerises, mais non, on a une bonne culture maraîchère, déjà dans les années 30, mais je crois que c'est les Italiens justement qui contribuent à augmenter ce fait-là avec les fruits et légumes. Puis justement, je notais la fruiterie Milano, donc c'est une fruiterie qui a 65 ans d'âge, donc quand même elle a su s'implanter et rester dans le paysage. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle à nos panélistes? J'en aurais peut-être une autre, moi, pour Amy. J'aimerais connaître un peu les dessous de ta recherche et connaître ton expérience avec cette source particulière que sont les débats parlementaires. Une source qui a l'air riche, à l'évidence, dans ton propos, mais je me demandais s'il n'y a pas quelque chose en même temps de très frustrant dans cette source-là, parce que, au fond, tu n'es pas près du sol, hein, avec ce type de document historique-là. Est-ce que, quand tu lis ces documents-là, tu as envie d'aller explorer des sources administratives à l'échelon inférieur, ou comment ça se passe? Ton rapport avec ça? Bien, en fait intéressant, là, les débats parlementaires, c'est une source que j'ai décidé de me rajouter. Donc, c'est pas ma source principale, parce que cette présentation-là correspond à peu près juste au premier chapitre de mon mémoire pour rentrer dans mon sujet, parce que je m'intéresse plus à l'action vraiment en colonie et je ne m'attendais pas à avoir autant d'informations dans les débats parlementaires. Fait intéressant. Bien que l'information, en gros, que je retiens, c'est à quel point eux-mêmes n'ont pas assez d'informations sur les colonies. Mais mes autres sources, c'est surtout de la correspondance, parce que je devais avoir un répertoire de sources assez semblable autant pour le Canada que pour l'Inde. Donc, j'ai de la correspondance d'un côté de Murray et Carleton avec certaines personnes de la population canadienne, ou surtout Murray et Carleton qui envoient de la correspondance à Londres, et d'un autre côté, entre les directeurs de la compagnie qui siègent à Londres et leurs agents à Fort Williams. Donc, oui, mon intérêt initial portait sur des sources qui je voulais sentir plus le pouls de la relation avec la population. Les débats parlementaires ne m'auraient pas permis de ça, donc je suis contente que ça soit juste une seule petite partie de mon corpus de sources. Oui. Ah oui, OK. Merci. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous avez... Oui, Sherry? C'était juste une question très simple pour Émile. Combien de temps exigeait le trajet entre, mettons, Londres et l'Inde, et Londres et le Québec? Dans quelle mesure ça pouvait limiter l'information désirée?
Je suis vraiment contente de cette question-là parce que je voulais en parler dans ma présentation avant que je me rende compte que je faisais comme 25 minutes, parce que je voulais parler de l'état des communications à cette époque-là. Dans les années 1760, ça prenait quelques mois pour faire l'aller-retour entre Londres et le Québec, mais avec le fleuve qui est gelé entre novembre et avril, ça limitait la circulation de l'information, alors qu'entre Londres et le Bengale, en 1760, ça prend 18 mois pour faire l'aller-retour, et c'est seulement à partir des années 1780 qu'on va être capable de faire un aller-retour à l'intérieur d'un an. Donc, on s'imagine bien que l'information circule de façon très lente. Et aussi, on a, si je peux me permettre cette petite anecdote-là historique, la difficulté de la navigation entre Londres et le Bengale est assez importante. En 1769, Londres envoie 3 commissaires pour se rendre au Bengale pour enquêter sur les affaires de la compagnie. Puis, ces 3 commissaires-là partent de Londres en septembre 1769, sont vus pour la dernière fois en décembre 1769 à Cape Town, en Afrique du Sud, et après ça, on n'a plus de nouvelles de leur navire. Donc, vraisemblablement, la traversée du Cap rend ça très difficile au sud de l'Afrique du Sud. Donc, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Si le navire échoue, ça apporte avec eux autant ces passagers que l'information qui contenait ce navire-là. Donc, c'est aussi un enjeu, la circulation de l'information à l'époque qui est très lente et très difficile. Merci. D'autres questions? Oui. Encore une question pour Amy. Je voulais savoir au niveau de tes sources, tu as l'air vraiment d'avoir pas mal d'avoir un bon corpus. Est-ce que tu as pas mal de choses qui sont en ligne, notamment correspondances parlementaires ou des correspondances des gouverneurs et autres, ou est-ce que ça t'a pris un voyage à Londres dans les archives sur place pour avoir les infos? J'aurais aimé, mais comme c'est des sources officielles, sont tous numérisées, et à l'Université McGill, il y a un gros recueil. J'avais 5 volumes de correspondance d'environ 500 pages de la correspondance entre Fort Williams à Calcutta puis Londres. Donc, j'ai pas eu à me déplacer, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop. Une dernière question? J'en ai peut-être une pour Bernard. Tu parlais dans ta conclusion des espaces symboliques, mais tu n'as pas eu le temps de beaucoup développer à ce sujet-là. Et comme c'est le thème de notre séance, là, le territoire, je voulais t'entendre un peu plus là-dessus. OK. En fait, quand on parle d'espace symbolique, je me référais surtout à Jonathan Shaw et sur ses travaux qu'il a fait sur Montréal, en fait. De voir le quartier chinois, non pas comme... Vous savez, ça a été longtemps vu comme un lieu sale, hein? Lieu de prostitution, lieu de la drogue, puis des vices, en fait, le jeu. Hein? Le lieu où il y avait des clans, les clans. Donc, le quartier chinois, ça a été... c'était négatif, on veut, ça a été pendant une longue période. Puis, avec les recherches plus récentes, on découvre comment que ça s'est construit. En fait, on délaisse tous ces côtés négatifs-là, puis on regarde un peu comment que la population a travaillé pour développer son amour, son attachement pour la communauté chinoise. Juste qu'on pourrait dire, puis en fait, là, on pense que peut-être que, bon, on sait, hein, avec les années 60, l'ouverture du gouvernement et tout ça envers les communautés ethniques, tout c'est devenu facile, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que le quartier chinois a dû se battre à Montréal. Pour conserver son cachet. Souvent, on parlait de réaménager, puis c'était souvent sur les quartiers qui sont moins intéressants, on veut les revamper, mais ça se fait sur le dos. Donc, à quelque part, peut-être si on considérait à Montréal, ben pas si, on considérait que certaines parties du quartier chinois n'étaient pas vraiment intéressantes, ben on voulait les réaménager. La communauté chinoise a dû se battre pour garder son territoire, puis garder l'esprit. Donc, toute la symbolique s'est développée, tout l'attachement. Qu'est-ce qui fait qu'on est sino-montréalais aujourd'hui? Bien, c'est ça. Hein? Le quartier chinois à Montréal, c'est pas la même chose que les quartiers chinois à Toronto ou encore ceux à Vancouver. C'est plus petit, mais donc c'est ça, c'est la symbolique. Qu'est-ce qui caractérise, quand on se promène dans le quartier chinois aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça aujourd'hui? Puis c'est ça, la symbolique, l'attachement, l'aspect plus imagé du quartier chinois. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je voudrais remercier avec vous tous nos panélistes pour cette première séance qui part vraiment très bien, notre colloque étudiant. Donc, félicitations à tout le monde.